Allez, à l'Assemblée nationale, les lignes bougent puisqu'il y a une commission qui a déjà commencé justement son travail d'auditionner justement les pétitionnaires, mais également ceux qui sont visés. Vendredi, c'est prévu que M. Vital Kamerhe soit reçu par cette commission dirigée d'ailleurs par un ancien ministre. Donc, M. Bebeto, vous avez suivi avec moi le tumulte qu'il y a eu depuis le 15, le jour de la rentrée parlementaire, avec les pétitionnaires d'un côté, les esquisses républicaines de l'autre, avec M. Vital Kamerhe. Est-ce que vous, déjà que cette pétition arrive en ce moment, ça vous surprend? Oui, messieurs les journalistes, la pétition est constitutionnelle. Oui. Parmi les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, je ne maîtrise pas les articles, mais je pense quelque part la pétition est bien écrite. Nous ne sommes pas surpris d'attendre les mots pétition parce que ce n'est pas la première fois d'écouter ces mots-là. Oui. La pétition est là, les pétitionnaires sont là, ceux qui sont interpellés sont toujours là. On a mis une commission pour enquêter, pour voir la probabilité s'il y aura, il y en aura plutôt des choix, ceux qui sont visés par la pétition, entre autres les présidents de l'Assemblée nationale, ou bien la pétition là sera annulée ou pas. En fait, ma question c'était plus la surprise quand on regarde l'identité de ceux qui sont visés. Par exemple, l'identité de Vital Kamerhe. Est-ce que ça ne vous surprend pas? Ça ne me surprend pas. Pourquoi ça doit me surprendre? Lorsqu'on l'avait voté comme président de l'Assemblée nationale, on n'était pas surpris de son identité. Si la motion tombe, c'est par là qu'on doit être maintenant surpris. C'est impossible. Et c'est lui qui est l'initiateur de cette pétition-là. C'est dans un même coin avec Vital Kamerhe, même province. Tous des sont des Kivusiens. Mais là, on parle des élus nationaux, c'est de la République. Il n'y a pas question de coin. Non, il y a la représentativité de chaque coin. Chaque territoire, chaque province a ses représentants. Tous sont des députés nationaux, mais chacun d'eux a ses origines. D'accord. C'est cela. Monsieur Jean-Claude Kayati, pétition contre Vital Kamerhe et quelques autres membres, donc sont les 5 membres du bureau. Il y a des autres qui sont d'ailleurs exemptés. Est-ce que c'est une démarche, on a parlé de la démocratie et même Vital Kamerhe a parlé justement d'une démarche démocratique? Évidemment, monsieur le journaliste, c'est un exercice démocratique, comme l'a insinué mon co-débatteur. C'est un exercice vraiment qui est reconnu par la Constitution et même par le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Il vous souviendra que l'Assemblée nationale, ou bien le bureau de l'Assemblée nationale a pour rôle de gérer les députés nationaux, de coordonner les débats et aussi de convoquer les plénières. Oui. Alors, ceux qui ont voté ce bureau-là, ce sont les députés nationaux. Ceux qui ont investi ce bureau-là, également, ce sont les députés nationaux. Et ceux qui ont jugé bon de déchoir ce bureau-là, toujours les députés nationaux, donc ce sont leurs pairs. Donc, c'est une démarche qui est tout à fait normale. Je pense que nous tous, nous avons lu la pétition qui regorge l'ensemble des éléments, des accusations à l'encontre de M. Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. On lui reproche beaucoup de choses. Gestion opaque de l'Assemblée nationale, on lui reproche de la dictature, il semblerait qu'il manquerait du respect à certains députés nationaux dans ses speeches. On lui reproche de la mégestion financière, donc gabegie financière et tout ce qui va avec. Et en dehors de ça, ce sont des erreurs administratives. Mais il y a des erreurs politiques graves que Vital Kamerhe a eu à commettre. Politique aussi. Des erreurs politiques. Et ces erreurs politiques ne sont pas énumérées, mais ce sont les erreurs que nous retenons en tant qu'opinion publique, en tant que Congolais. Je reviendrai à vous pour maintenant ces erreurs politiques parce que c'est important. Monsieur Patrick Makolo, est-ce que ça vous surprend qu'il y ait cette tension, encore une fois, juste après quand même un deuxième congrès de l'Union sacrée où on penserait qu'on a soudé les rangs, mais là, il semble que chacun regarde un peu à sa direction.
Non, je ne suis pas surpris parce que même lorsque nous étions dans la salle où il y avait le deuxième congrès, à l'entrée de Kamere, parce que d'abord il y avait des rumeurs qu'il est en Afrique du Sud, il est parti au dialogue et tout ça, mais quand on l'a vu entrer, déjà la salle respirait déjà, on sentait que voilà, il est là, tout le monde voulait regarder, voilà, il est là. Alors on a compris que même bien avant, les députés et même la plupart des membres de l'Union sacrée semblaient déjà considérer Kamere comme quelqu'un qui prenait un virage à gauche, hein, qui posait parfois des actes qui ne semblaient pas aller dans la même direction que la vision du chef de l'État. Alors déjà, on savait que à la reprise, il va recevoir la motion, parce qu'on parlait déjà de la motion déjà à ce moment-là. Voilà, donc c'est-à-dire que je ne suis pas surpris, c'est une ambiance normale, c'est la démocratie. C'est ça d'ailleurs ce que nous saluons. Pourquoi nous jetons toujours des fleurs à Félix Tshisekedi et surtout à sa vision de l'Union sacrée? C'est parce qu'il fait vibrer la démocratie. Donc il est là, il n'interfère pas. Il est là, il entend, il écoute, il voit tout ça, mais chacun doit se défendre démocratiquement. Et c'est ça les fleurs que nous jetons à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous aimons un pays démocratique comme cela, parce que lorsque quelqu'un mérite, on lui jette des fleurs. Lorsqu'il ne mérite pas, on le sanctionne. Donc, merci. De manière démocratique. Monsieur Muganza, voilà, on a parlé de quelques éléments, on lui reproche une gestion opaque, mais selon une certaine opinion, il semble que les députés demandent encore un peu plus d'argent alors qu'ils ont déjà de l'argent. Est-ce que c'est pour ça qu'on peut éjecter un président de l'Assemblée nationale juste parce qu'un député s'estime qu'il vit très mal? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Heureusement, mon co-débatteur a soulevé un point très important. Vous allez vous poser toujours de multiples questions. Si j'arrive ici, si on arrive aux exercices carton, oui. Moi je donne toujours carton rouge à Vital Kamerhe. Et la pétition est la bienvenue chez moi. Pourquoi ça? Si on vous dit qu'on reproche Kamerhe des erreurs politiques, il y a des raisons. Nous maîtrisons bien les Sud Kivu. Vous voyez parmi les territoires qui composent les Sud Kivu, les territoires victimes, les premiers territoires victimes de l'incursion des M23, c'est les territoires d'origine de M. Vital Kamerhe. À Walungu. À Walungu. Ce sont ces territoires d'origine. Et c'est l'unique territoire qui est occupé par les M23. Au Sud Kivu. Oui. Vous pouvez vous poser la question. Au Sud Kivu, il y a plus ou moins 7 territoires. Et s'il y a un territoire... Parlez aussi d'une ville, vous oubliez Bukavu. Non, Bukavu, c'est un fief de Chi toujours. C'est ça. Oui, parce que je vais vous dire, au Sud Kivu, les Bukavu là, ça se trouve sur les sols de Chi, les sols de Vital Kamerhe. C'est une ville pour tout le monde, mais les propriétaires de ces sols-là, ce sont les Chi. Les tribus de Vital Kamerhe et le Kwebo. C'est Walungu qui est occupé par les M23. Comment vous pouvez imaginer à cela, M. Jean-Claude? Parmi 7. Et ceux qui sont récompensés dans ce gouvernement parti, premier et deuxième gouvernement au Sud Kivu, ce sont des Chi à 90% de la population. Mais là, c'est pas à Vital Kamerhe de répondre. Non, je vais vous dire maintenant, oui, je vais vous dire maintenant une chose. Oui. Pourquoi seulement le Walungu? Pourquoi seulement Bukavu? Ça pourrait être possible que les rebelles M23 occupent la ville de Lubumbashi et les casse persistent. Les M23 sont à Lubumbashi même. Traverser l'Ikasi pour rejoindre Kolosi, ça devient impossible. Il y avait une corruption grave. Et nous sommes inquiets et très désolés de ce comportement-là. Monsieur Félix Tshisekedi, même si aujourd'hui on dit tous ces manœuvres-là, ce sont des manœuvres racistes, tribalistes, ceci, cela, pour moi, l'exercice est correct. Vital Kamerhe cherchait à faire échouer le chef de l'État à son bilan. Parce qu'il est potentiel candidat. Si vous prenez aujourd'hui les déclarations déjà de l'INC, dit il ne faut pas oublier notre accord de Nairobi. Et ils veulent l'écarter parce qu'ils savent que... Bon,
Est-ce que dans ces démarches pareilles que la République doit toujours continuer à marcher sous l'ombre des accords entre individus et individus? Mais ce sont les accords qui ont quand même conduit à ce que certaines personnes accèdent au pouvoir. J'ai revu à vous, monsieur Mougaza. Monsieur Jean-Claude, vous parliez maintenant des actes politiques ou des erreurs politiques. C'est là où les gens nous attendent quand même. Qu'est-ce qu'on reproche réellement à monsieur Vital Kamerhe? Monsieur Jean-Claude, j'aimerais d'abord rebondir sur la question des accords qui ont conduit à certaines personnes d'accéder au pouvoir. Oui. Cette thèse-là est fausse. Pourquoi? Parce que notre République est gérée sur la base de la Constitution. Oui. Et les élections ont été organisées dans le respect de la Constitution. Ça veut dire que le pays... Il y a des accords avant l'élection. Le pays n'est pas géré par les accords. Non, le cas il y a un seul accord que la population a signé. Okay. C'est la Constitution que nous avons tous adoptée au référendum et a été promulguée. Oui. Et donc, il n'y a pas un quelconque accord qui peut gérer le pays en dehors de la Constitution. Nous devons, en tout cas, moi, j'ai toujours dit qu'il nous brandit cet accord-là. Nous voulons voir qu'est-ce que cet accord-là dit. Quels sont les avantages, les intérêts? Qu'est-ce que la population a comme intérêt dans cet accord-là? On ne nous a jamais brandi ça, mais on parle de l'accord de l'accord. Mais ça, c'est utopique et fictif. Alors, je vais revenir sur la question de base. Vous avez dit quelles sont les erreurs? J'ai énuméré quelques-uns. D'abord, les erreurs administratives. Oui, mais vous étiez sur le plan politique. Oui, oui, sur le plan politique, vous savez que l'Assemblée nationale, c'est la deuxième institution du pays après l'institution président de la République. Et donc, le président Vital Kamerhe, en tant que président de l'Assemblée nationale, il est la deuxième personnalité du pays. Oui. Imaginez-vous, M. Jean-Claude, il se sert du haut du perchoir. Le perchoir, ça c'est la représentation nationale du peuple congolais. Mais il se sert de ce lieu-là pour déclarer le mensonge comme quoi il y a eu 318 morts à Moba, dans la province de Tanganyika, alors que c'était faux, du fake news. Lui, Vital Kamerhe, quelle était son intention? Est-ce que c'était pour soulever la population? Avant qu'il le fasse, il avait reçu un groupe d'élite de Moba ou du Tanganyika. Donc c'est sur base de ces informations. Évidemment, ce sont les groupes des élites qui avaient maintenant démenti pour maintenant recadrer l'opinion. Oui, oui. Et alors c'est plus l'armée qui avait... Et également l'armée aussi. Oui, avait aussi nié cette information. Mais aussi Vital Kamerhe, du haut du perchoir toujours, le gouvernement national, le gouvernement central a pris l'option de déconnecter toutes les banques du sud et du nord Kivu, des zones occupées par les rebelles, pour le motif que l'on ne puisse pas encourager le financement du terrorisme par le réseau bancaire. Mais lui, Vital Kamerhe, va regretter pour dire qu'on va... Oui, c'est une décision qui est difficile, nous tous nous sentons. Mais il faut comprendre dans quel contexte est-ce que le gouvernement a pris cette décision-là. Et c'était pour punir la population du nord et du sud Kivu. Mais non plus. Mais lui, il va tenir des propos, prendre des positions du haut du perchoir. Lui, il dit cette décision semble punir également la population. Évidemment, dans l'intention de soulever la population contre le gouvernement national. Ça, on ne peut pas accepter. C'était des positions vraiment très, très critiques. Okay. J'y arrive encore. Oui, finir. Toujours, M. Vital Kamerhe, la ville de Bukavu n'est pas encore tombée. Oui. Du haut du perchoir, lui, il annonce déjà la chute de Bukavu, alors que les militaires étaient encore au front en train de se battre. Oui. Et ces propos ont découragé quand même certains 20 combattants qui étaient au front. Vous voyez un peu les histoires que un président de l'Assemblée nationale, une institution comme l'Assemblée nationale, peut tenir du haut du perchoir. On se demande, est-ce que Vital Kamerhe est réellement membre de l'Union sacrée, ou bien est-ce qu'il fait partie de son régime? Voilà. Mais Monsieur Patrick, voilà. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de chercher des pouces sur une tête chauve là? Non, bon, vous savez, Vital Kamerhe, c'est un proche collaborateur du président de la République. Ils ont effectivement signé l'accord de Nairobi lorsqu'ils se sont dit des choses entre eux deux. Ils ont constitué les tickets pour, je ne sais pas, administrer ensemble et aussi se soutenir pour gagner les élections et tout ça. Bon, ces accords, ça les engage eux deux, en tant que les deux challengers, les deux individus, s'il faut peut-être bien les prendre entre guillemets. Donc ça ne doit pas mêler le peuple dedans. Mais je sais que Azamouana Maya président Azamouana Maya, bon, ils sont ensemble. Donc, mais qu'à cela ne tienne,
dans l'évolution des choses, nous trouvons que Vital Kamerhe, toujours, comme on le dit, fidèle à ses prestiges, comme toujours, il est en train d'utiliser un langage qui apparemment est en train de s'écarter des objectifs du président de la République. Vous ne voulez pas la vérité? De sa vision. Non, c'est le nom sacré, apparemment, la vérité. Non, la vérité, ce n'est pas le chef de l'État qui a demandé aux députés de l'éjecter. Ce n'est pas le chef de l'État. Donc, la question est sous examen et elle est traitée conformément au règlement intérieur du Parlement. Oui. Et vous voyez, donc, c'est-à-dire, de ce côté-là, c'est la démocratie qui joue son rôle et c'est ce que nous tous, nous avions voulu, que nous puissions vivre une démocratie, que nous soyons libres pour que celui qui mérite son droit, qu'on puisse le lui donner. Pas question de piétiner les droits de quelqu'un. Donc ici, c'est Vital Kamerhe lui-même qui est en train de se créer des problèmes, se mettre en conflit avec ses collaborateurs, avec ses pairs, avec ses collègues députés. Merci. Donc voilà, donc c'est-à-dire Vital Kamerhe, à un moment donné, il se prenait pour quelqu'un qui était très intelligent, plus que tous les autres députés. Il aimait toujours corriger les gens. Vous voyez, il dénigrait leurs connaissances. Sa connaissance était au-dessus. C'est son rôle. Donc, oui, mais il était un peu orgueilleux. À un moment donné, il se croyait tout connaître. Alors, ils ont voulu lui montrer que nous sommes tous des collègues députés nationaux. Donc, lui ne peut pas se prévaloir sur ses propres collègues. Donc, voilà. Évidemment, je voulais aussi ajouter sa neutralité aussi envers les actions que mène l'ex-président de la République, quelqu'un qui a dirigé ce pays pendant 18 ans. Il s'est offert encore des années de plus inconstitutionnelles. Il recourt aux armes pour revenir au pouvoir. Il combat la nation qu'il a dirigée constitutionnellement. Ce qui n'est pas prouvé. C'est trop facile de le dire quand on est ici. C'est prouvé, mais vous l'avez dit au niveau des caméras, il ne peut pas affirmer des choses dont non, il ne il était abondant, vous avez vu. Mais on n'a jamais vu ce effort. Et en plus de ça, monsieur le journaliste, son porte-parole, monsieur Kekadji, l'a confirmé. Il a dit que les aspirations du M23, d'AFC M23, sont les mêmes que les aspirations de Kabila. Ça, il l'a dit. C'est une aspiration coupable. Kamerhe, du haut du plutôt président de l'Assemblée nationale, qui représente le peuple, Kabila sort de son silence, il dit que la guerre que les M23 sont en train de mener, ce sont les aspirations, on se demande les aspirations de quel peuple? De peuple rwandais, de peuple congolais. Le président de l'institution qui représente le peuple congolais n'a pas pris parole pour, n'est-ce pas, recadrer ce monsieur-là pour lui dire non, non. C'est un comportement. Ici, il s'agit des patriotes congolais qui ont accepté, n'est-ce pas, des lois de la vision du chef. Et non plus de Gaza. Avec tout ça, la main s'est dite, comme on dit. Est-ce que M. Kamerhe a-t-il les moindres chances de survivre? La main s'est dite. Ouais, apparemment, c'est comme si vous... Quand est-ce qu'on parle de la main s'est dite, monsieur le journaliste? Je parle de la main s'est dite puisqu'il y a tellement de griefs qui lui sont reprochés qu'il ne va pas résister. Est-ce qu'il va... Il va subir les sorts de son comportement. La messe n'est pas dite, mais comme il est caméléon toujours, on l'a... Non, retirez un peu les mots, hein. Attention, on parle de Vital Kamerhe, on parle du président de l'Assemblée nationale. Il soit président de l'Assemblée nationale. Non, on est au micro, on est à l'antenne, retirez. Moi, je vous dis ceci, je vais me justifier, monsieur. Non, retirez d'abord les mots et puis... Retirez comment? On connaît toujours le comportement de monsieur Vital Kamerhe. Oui. Nous connaissons si un mandat d'un président tend vers la fin. Vital Kamerhe s'oppose toujours à ce président-là. En 2006, on l'avait baptisé le nom de pacificateur. Et il fit le président de l'Assemblée nationale. Où sommes-nous arrivés entre lui et M. Joseph Kabila? C'est toujours sur la question de l'Est, il l'a rappelé d'ailleurs. Toujours sur la question de l'Est, comment? Oui, mais c'est pour ça qu'il quitte le peuple de l'Est. Oui. Là où il y avait la rébellion, il a échappé au bal et tout ça. Et il a mis sa vie en danger à l'époque. C'est la même question qui veut encore lui coûter sa tête. Apparemment, c'est peut-être l'incompris de tous les politiques. Non, 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 ça c'est impossible. Madame Olive Lembe Dissita, l'ex-première dame de la République, avant que Kabila apparaisse au Nord Kivu, lui, elle était à Paris, à Bukavu. Et elle avait distribué quelque chose aux rebelles de M23. La femme de l'ex... Non, on n'a pas de preuves de ce Non, non, j'ai des vidéos. On a la télévision, il faut qu'on avance des choses. Peut-être vous n'êtes pas informé de cela. Moi, je vous rassure, c'est vrai. Et si vous voulez des preuves, prochainement, je peux vous emmener. Ça, vous pensez que vous avez des preuves que même la haute cour militaire ne détiendrait pas? Et que tous nous suivons les procès en cours, et on n'a jamais parlé d'Olive Lembe. D'Olive Lembe. Donc c'est pourquoi il faut éviter. Non!
Quand est-ce qu'on va parler d'Olive Lembe? On n'a pas encore jugé Kabila. Kabila ne s'est pas encore présenté devant la cour. On est en train de mener les enquêtes là où la personne est consciente de ses actes. Il fuit la République. D'accord, oui, parlez. Oui. Est-ce que M. Kamera a des chances d'avoir pas un procès, mais est-ce qu'il aura un débat équitable? C'est la question. Le débat a été toujours équitable parce que l'exercice qu'on a offert est constitutionnel. Nous laissons le temps aux députés et à la commission là qu'on avait fait pour statuer dans 72 heures si la pétition peut passer ou pas. Les résultats que les députés vont nous donner, nous allons nous ranger parce que c'est la démocratie. Merci. Monsieur Jean-Claude, est-ce que M. Kamera a-t-il une certaine chance de résister justement à ces vents? Ben, c'est le vent démocratique. Ouais. C'est la perestroïka. Et donc, comme il a été voté aux primaires avant d'être voté comme président de l'Assemblée nationale, et c'est de la même façon que les députés sont en train de juger aussi ce qu'ils ont qualifié de mauvaise gestion. Et donc, la chance, comme l'a insinué mon co-débatteur, nous allons attendre que cette commission analyse d'abord la pétition parce qu'ils seront maintenant entendus. Tout à fait. Et dès que toutes les parties seront entendues, à ce moment-là, ils vont maintenant décider sur la poursuite. Mais on sent que les MLC. De la procédure. C'est un peu contre Kamera là. Et voilà, j'allais même soulever cette question. Vous savez, qui disent ça? Ben, l'opinion. Ceux qui disent ça là, nous savons. Ce sont les kabylistes qui voient toujours la main des Bemba partout. Kabila est toujours présent là-dedans. Non, mais ce sont les kabylistes qui voient toujours la main des Bemba partout. Jean-Pierre Bemba est concentré, il est préoccupé par le redressement de cette nation. Jean-Pierre Bemba se bat pour redresser la nation, développer la nation, faire en sorte que le peuple congolais sente qu'il y a un État qui ordonne et un État qui protège son peuple. Ça, c'est le souci de Jean-Pierre Bemba. Et dans la futilité, il n'est pas là. Mais ça, c'est une question de la République. Hein, et l'Assemblée nationale, vous l'aviez dit vous-même, c'est une deuxième institution. Donc, ce n'est pas de futilité quand même. Ben, bon, Jean-Pierre Bemba, il a quelle responsabilité à l'Assemblée nationale? Est-ce que l'Assemblée nationale est sous sa responsabilité, mais sous ses compétences pour donner le mot d'ordre aux députés pour faire cela? Je ne pense pas. D'accord. Monsieur Parti, parlons maintenant des conséquences politiques. Est-ce que c'est quelque chose qui va se passer sans conséquences sur le plan politique? Non, vous savez, toute action crée toujours une réaction. Tout à fait. Alors, comme Vital Kamerhe a quand même aussi une base, et certainement, je l'ai suivi en train de dire... Sauf si les chiffres ne sont pas bons, mais je crois que ça peut être la deuxième force politique. Hein. La troisième ou la quatrième. Troisième ou quatrième. Alors, je peux dire que les conséquences peuvent être là, mais au stade où nous sommes, ça sera des conséquences minoritaires. Donc, ça ne va pas tellement faire tanguer le bateau Union Sacrée. Parce que nous étions tous là, comme je vous l'ai dit, l'Union Sacrée, c'est devenu une très grande machine. Vous voyez, ce n'est pas quand peut-être Vital... D'ailleurs, Vital n'a plus de choix. Ça, je peux vous le dire. Au vu de ce que moi, j'ai fait comme lecture politique, j'ai trouvé que Vital n'a plus de choix de faire cavalier seul. À ces instants, ça sera un mauvais choix. Il peut seulement s'humilier. D'ailleurs, j'ai apprécié quand il a demandé pardon. Si les députés peuvent tenir compte de cela, bon, mais je ne pense pas. C'est des bonnes guerres, ils n'ont pas besoin de l'écouter parce qu'il y avait déjà le ras-le-bol. Il a trop attendu. Il fallait peut-être le faire bien avant, ça pouvait peut-être changer la donne, mais c'est un pardon qui vient le clouer. Donc il vient de confirmer que voilà, il n'a pas été quand même en bon terme avec le député, il a mal géré, il a mal traité les députés. Alors c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, Vital Kamerhe n'a pas de choix. S'il ose vraiment non, imaginons que voilà, les pétitionnaires l'emportent. Oui, mais il devient qui? Les pétitionnaires vont l'emporter. Il va devenir qui? Parce que dès que nous atteignons 250 plus une voix, pourtant, Vital part. Ouais, c'est vrai. Vital part. Alors, dès que Vital part, il n'y aura rien parce que Vital, pour l'instant, ne représente plus
un danger par rapport à la nouvelle stratégie de la solidification de l'Union sacrée. Merci. Donc l'Union sacrée est devenue maintenant une machine très solide, très forte, qui peut faire en sorte que celui qui s'écarte de cette vision-là, il sera écrasé comme un cancre là. Monsieur Muganza, je connais votre opinion sur Vital Kamerhe plutôt. Est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences possibles? Je ne vois aucune conséquence possible, mais nous sommes censés d'évangéliser la population de l'Est de la République. Parce que je vois qu'on veut diaboliser cette pétition, que c'est un cible contre un Moussoaïli. Non, rien du tout. Oh, ça n'a rien à voir. L'initiateur de la pétition, c'était Moussoaïli. Et pour votre information, c'est un ex-cadre de l'INC. Oui, justement. Vous comprenez? C'est son poulain. Oui, c'est un ex-cadre de l'INC. C'est là que ça fait très mal. Hein? Vous savez, quand on acolyte, c'est un peu un règlement de compte. Ça fait très mal. C'est pas un règlement de compte. Vital Kamerhe ne fait pas seulement 2 mois à l'Assemblée et puis on initie une pétition. On a analysé les faits et on a vu qu'en tout cas, il y a des erreurs commises que lui-même reconnaît. Oui, reconnaît. Il se reconnaît coupable de sa mégestion. Maintenant, je vais dire à nos frères de Kivu qu'ils soient calmes. Kamerhe n'est pas la fête du monde. S'il est exclu de l'Assemblée nationale, ce n'est pas à dire qu'il n'est plus l'acteur politique. Non, il ne sera pas exclu de l'Assemblée nationale. Il est exclu du poste du président. Oui, juste. Il va rester député. Il est exclu de la scène politique. Monsieur Matata Pogno, il n'est plus là. Il est en Belgique, mais il est un acteur politique. Moïse Katumbi, même lui, doit subir la conséquence de sa gestion. Et nous, là, au Kivu, là, à Bukavu, que vous voyez à la télévision, là, il n'y a même pas 10 km d'une route asphaltée. Mais c'est pas Vital qui gère. Non, je vous dis ceci. Nous avons nous avons des grands baobabs au gouvernement Fati et même de Kabila. Y compris Batilouko. Y compris Batilouko, deuxième vice-président du Sénat. Nous avons Vital Kamerhe, les présidents de l'Assemblée nationale. Nous avions Aimé Boji, les ministres de l'économie. Si nous avons de telles personnalités dans une province potentielle comme le Sud Kivu, mais vous manquez même 10 km d'une route asphaltée, qu'est-ce que la population de Kivu peut s'enflammer pour le Kamerhe? Pourquoi on a inscrit? Pourquoi on a déchiré Kamerhe? Vous répondez aussi dans une minute, on prend la deuxième thématique. Est-ce que vous, avec un œil politique, il n'y aura-t-il pas des possibles conséquences politiques après peut-être sa déchéance? Évidemment, ce sont les analyses que nous faisons. Moi, je me dis, est-ce que va-t-il reproduire ce qu'a été le cas de 2009? Parce qu'en 2009, quand il a été poussé à la démission au niveau de l'Assemblée nationale, directement, il a créé INC et puis il a quitté le PPRD. Est-ce que je me pose la question? Il était allé à l'opposition. Voilà. Il a rejoint ne va-t-il pas rejoindre l'opposition en créant aussi une autre plateforme peut-être qui va concurrencer avec l'Union sacrée? Ce sont des questions que nous nous posons. Parce que les opposants sont disponibles quand même à l'accueil. Oui, ben les opposants, l'opposition c'est le champ de tous, hein? C'est le terrain de tous. Dès que vous êtes au major ou bien au pouvoir, une fois que vous sentez que ça ne marche pas, vous rentrez déjà à l'opposition. Et donc ce sont des questions qu'on se pose. Est-ce que va-t-il rester à l'Union sacrée ou bien il va rejoindre l'opposition? Ce sont des questions qu'on se pose. Mais s'il rejoignait l'opposition... Il va rejoindre les AFC. Oui, s'il rejoignait l'opposition... pour ça. S'il rejoignait l'opposition, en tout cas, ça va aggraver, n'est-ce pas, la crise, surtout au niveau interne, créer un lit, créer aussi un pont pour plutôt les rebelles qui sont en train de menacer, parce qu'on sent déjà la position des uns et des autres. Il y a ceux qui restent encore très flous, tel que lui-même Vital Kamerhe, on ne sait pas si il est pro le régime ou bien il est pro les rebelles. Il vous souviendra qu'en 2023, pendant la campagne électorale, il est le seul à aller jusque dans la zone occupée par les rebelles à Bunagana. Il a fait une tournée là-bas sans être inquiété. On se pose la question, comment quelqu'un du régime qu'on combat, il se rend dans le camp des ennemis apparemment sans être difficile d'être Kamerhe. Tout ça, ce sont des questions. Tu ne peux pas y aller si tu n'es pas leur ami. Sinon, tu vas y laisser ta peau. C'est difficile d'être Kamerhe dans ce pays. Alors, on va prendre la deuxième thématique. J'espère que vous avez fini.
Justement, pour peut-être parachever, je pense que Kamere, malgré l'histoire qu'on nous a fait dans le passé, l'histoire ne va pas tellement se répéter comme par le passé. Parce qu'ici, la donne a changé. Okay. Au moment où nous sommes, c'est vrai, il peut choisir d'aller à l'opposition, aller dans les groupes armés, mais je crois que c'est pour aller se faire seulement écraser pour rien. Oui. Donc vraiment, ça serait une grosse erreur. En tant que politologue, le peu qu'il peut faire, c'est de demeurer à côté de Tshisekedi, compter encore sur leur accord, ouais, voilà, leur deal, leur accord voilà, leur accord là, ça peut lui permettre encore d'assumer d'autres fonctions. Comme Fatih est généreux, il peut toujours encore l'utiliser pour d'autres, parce qu'en politique, il y a beaucoup de choses à faire lorsqu'on gouverne un grand pays comme la RDC. On aura chacun des minutes, on va un peu parler des conseillers communaux. Est-ce que c'est un rôle incompris en République démocratique du Congo? C'est grave parce qu'on s'est inspiré des tumultes qu'il y a. On a suivi ce qui s'est passé justement au niveau de la commune annexe. Il y a certains conseils communaux qui se plaignent, qui sont impayés. La relation, la cohabitation entre eux et les bourgmestres est toujours souvent difficile. Est-ce qu'on a été un peu pressé à les jeter dans l'arène politique? C'est un peu ça la question qu'on veut comprendre. Est-ce que c'est un rôle qu'on n'a pas bien assimilé, bien compris en République démocratique du Congo? Sûrement. Monsieur Muganza. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. Heureusement, j'étais présent lorsque la conseil de la commune annexe avait interpellé les bourgmestres pour se défendre. Il y avait plus ou moins 10 questions. Bon, les conseillers communaux, lorsque la CENI avait organisé les élections, on avait prévu aussi les élections des conseillers communaux. C'est tout à fait normal. Ouais. Mais jusqu'à présent, selon mon analyse, je vois que les conseillers existent, mais ils ne font pas leur rôle. Parce que le rôle des conseillers communaux est de voter les bourgmestres des communes. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, les bourgmestres qui sont là sont nommés par l'ordonnance présidentielle. Ouais. Est-ce que, même si les conseillers trouvent des bavures à la gestion d'un tel bourgmestre, est-ce qu'ils ont la possibilité de choix? Point d'interrogation. Est-ce que les conseillers peuvent abolir la décision, soit la nomination présidentielle? Point d'interrogation. Même la réponse, c'est non. C'est pour cela, jusqu'à présent, les conseillers existent, mais ils ne font pas leur rôle correctement. Et pourquoi ils ont existé alors? Parce qu'ils ont été quand même votés, sont aussi... Ils ont été votés, mais je pense que tout ce qui se passe en République pour le moment, la République dit qu'il n'y a pas de moyens, il y a la guerre, parce qu'il faut organiser les élections dans tous ces niveaux-là, même des maires de la ville. Ils pouvaient être votés par les conseillers urbains, mais tous existent jusqu'au jour d'aujourd'hui par dénomination. Monsieur, il y a même des fantômes de la République, si on peut nous passer cette expression. Est-ce que c'est un rôle qu'on ne comprend pas en RDC? Monsieur Jean-Claude. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez qu'il y a toujours des lois. Il y a des lois qui organisent la gestion de toute institution. Et vous savez qu'il y a une loi portant organisation et fonctionnement des ETD, oui, et qui reconnaît aussi les conseillers communaux. Cette loi, à son article 47, définit les organes de gestion d'une entité comme la commune. Il y a 2 organes principaux. Notamment, il y a le conseil communal, il y a le collège exécutif communal. La loi dit que le conseil communal est l'organe délibérant de la commune. Et ses membres sont appelés conseillers communaux. Ils sont élus dans les conditions fixées par la loi électorale. Vous comprenez que la loi elle-même précise. Maintenant, si vous descendez plus bas, à l'article 50, oui, la loi définit 23 matières sur lesquelles les conseillers communaux, ou bien le conseil communal, oui, table, ou bien, comment je dirais, peut intervenir. Il y a 23 matières, je ne peux pas les citer. Ouais, justement, oui, c'est ça. Alors, je vais aller directement sur les principaux, ou bien le principal rôle des conseils communaux. Ils ont, ça c'est prévu à l'article 51. Le conseil communal élit le maire et le maire adjoint dans les conditions fixées par la loi, comme l'a dit mon co-débatteur. Il approuve le programme élaboré par le collège exécutif communal. Il adopte le projet de budget de la commune. Il donne
lorsqu'il en est requis avis sur toute matière intéressant la commune, il statue par voie de décision. Et donc, les décisions ici sont sous forme de loi. Comme au niveau national, l'Assemblée nationale... Mais sur le terrain, on ne voit pas tout ça, c'est ça. Oui, pourquoi on ne voit pas? Au niveau national, on vote des lois. Au niveau de la province, de l'Assemblée nationale, on vote des édits. Maintenant, au niveau des conseils communaux, on vote des décisions. Oui. Maintenant, il se pose un problème. Depuis l'avènement de la Troisième République, nous n'avons jamais connu des élections municipales. Oui. Et au moins, avec les élections de 2023, on a au moins avancé un tout petit peu avec l'élection des conseils communaux. Et le rôle des conseils communaux, jusqu'à aujourd'hui, il est resté en difficulté. Pourquoi? Parce que les conseils, ou bien le collège exécutif communal est nommé par ordonnance présidentielle, comme l'a dit mon co-débatteur. Alors, il se pose un problème de redevabilité. Parce que le bourgmestre est nommé, est-ce qu'il sera redevable au conseil communal? C'est tout à fait difficile. Et même s'il y a des bavures, comme il l'a dit, il est difficile que les conseils communal interpelle le bourgmestre ou le bourgmestre. Il ne peut pas vraiment répondre à ces appels. Parce qu'on ne peut pas les déchoir. Pourquoi engager des moyens au cours des élections pour des fonctions qui n'auront pas vraiment de... Non, si on était sérieux avec nous-mêmes, je crois que en tant que politologue, il y a un mariage contre nature au niveau de la structure communale, donc l'administration communale. Donc, c'est-à-dire, le processus électoral n'est pas arrivé à sa fin. C'est à mi-parcours. On a justement commencé, comme c'était déjà planifié par la commission électorale, qu'il fallait quand même passer au vote, combiner les scrutins de conseillers communaux et tout ça. Bien sûr, c'est un pari gagné, mais ça ne finit pas. Si on était sérieux avec nous-mêmes, on allait dire que les conseillers sont déjà votés, qu'ils attendent qu'ils attendent l'élection, qu'on finisse le processus qui est on peut dire, boiteux. Il n'y a pas d'argent. C'est un processus boiteux, canard boiteux. Alors, il faut qu'on attende de finaliser et tout. Mais vous voyez, maintenant, ça devient chauve-souris contre nature. Et les conseils communaux, à un moment donné, ils s'arrêtent, ils ne comprennent pas c'est comment. C'est-à-dire, on a mis deux structures hybrides. Donc, et cela ne permet pas, de rendre fiable la gestion de la commune. Donc, l'administration de la commune joue une difficulté parce que les attributions ne sont pas fluides, parce que nous avons les bourgmestres qui sont nommés et ceux-là, les conseillers qui sont votés. Et alors, tout ça, vous voyez, c'est-à-dire, on doit rendre compte chacun à son niveau. Merci, donc c'est un mariage contre nature, donc on ne peut rien espérer de sérieux. Je crois que c'est pour cela il faut vite organiser les élections de conseillers urbains pour qu'ils puissent voter le maire, parachever le processus électoral. Et là maintenant on va aussi essayer de faire la mise à niveau, parce qu'il faut la capacitation des conseillers communaux. Merci. Il y en a qui ne connaissent même pas ce qu'ils doivent faire. Merci, monsieur. Voilà, c'est ça. On va finir avec la rubrique carton. Allez, monsieur Muganza, on a bébé au cadre de l'IDPS. J'espère qu'aujourd'hui il n'y a pas de carton rouge parce qu'il est déjà sous carton jaune à l'Assemblée nationale, monsieur Vital Kamere. Il est averti. Et il est d'ailleurs attendu par la commission. Quel est votre carton d'aujourd'hui? Moi, c'est comme d'habitude, je donne toujours le carton rouge à monsieur Vital Kamere. D'ici là, il sera ex-président de l'Assemblée nationale et je donne la force aux députés pétitionnaires qui luttent pour la démocratie, pour que la démocratie soit mise en place en République démocratique du Congo. Merci. Tout. Merci à vous. Monsieur Jean-Claude Capeta, votre carton d'aujourd'hui. Mon carton reste jaune. Ok. Pour tous les traîtres qui sont en train de respecter là, ils doivent faire attention parce que la République va les dénicher et ils seront mis devant leur
responsabilité. Oui. Et ils vont encore dire, oh non, acharnement politique, non, tribalisme, parce qu'on en veut, parce que tout ça. Donc, ils doivent faire attention qu'ils respectent et qu'ils honorent notre pays, notre république, notre nation. Nous n'avons qu'une seule nation. Merci. Monsieur Mouimakolo Patrick, votre carton. Mon carton est vert. Je peux commencer par les sommets, c'est Fachi Béton. Et ici, en province, c'est Kazembe Soula Martin. Dans le calme, nous avançons. Voilà, donc pourquoi Fachi Béton? Parce que déjà, il a surpris ces énergumènes en train qui festoyaient. Ils ont reçu des balles, ils ont fui. Et ils ont abandonné même certains villages. Il y a des localités. Aujourd'hui déjà. Des localités, ils ont abandonné, sont partis. Alors voilà, c'est ça ce que nous voulons au niveau de la génération cri d'alarme sur le Congo. Ce Congo est à nous, des Congo aux Congolais. Je salue Placide Tshompa Tshakatumba, autorité morale. En province, vous avez oublié. En province, Kazembe Soula Martin, Mwana Mayo, courage, parce que déjà Preto en ébullition, et il revient ici pour vraiment terminer les routes qui étaient restées, parce que les gens pensaient qu'il n'a pas de moyens, il a suffisamment de moyens, et nous les soutenons pour que ces routes-là soient réhabilitées le plus rapidement possible avant la tombée des pluies. Merci. C'est la fin de ce numéro d'ici direct. Dans 6 minutes, ma montre faisant fort, vous allez suivre la grande édition du journal. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.